Bonjour, bienvenue dans cette seconde partie du diagnostic urbain. Nous allons passer en vue les chapitres que nous avons laissés de côté lors de la première vidéo. Nous nous étions arrêtés aux questions sociales. Nous allons reprendre avec un sujet qui est très proche sur les questions économiques. Le diagnostic, on revoit ensemble la liste ou table des matières, les quelques éléments importants à prendre en compte lorsque l'on fait un diagnostic. Bien sûr, c'est jamais exhaustif. Bien sûr, chaque ville a ses spécificités, ce qui veut dire qu'il y a des chapitres qui seront plus longs dans certaines villes que dans d'autres, mais on vous donne comme ça une sorte de pense-bête, une sorte d'aide-mémoire qui vous permet ensuite de vous référer à cette liste et d'être sûr qu'on a pris en compte les principaux éléments qui sont les éléments constitutifs ensuite de notre schéma directeur. Le contexte du pays, bien sûr, le contexte de la ville, cette fois, son positionnement dans une région, dans un pays, voire à l'international, l'histoire de cette ville, le cadre politique et juridique, en n'oubliant pas que chaque pays, chaque région, chaque ville a des lois, des règlements, des décrets, des ordonnances, et il y a toute la panoplie de possibilités, et qu'on doit se référer à ce cadre. Le foncier urbain, bien sûr, c'est un des éléments principaux de l'urbanisme. C'est la question de la compréhension du foncier, les différentes politiques de planification, le cadre démographique et social. Tout ça, nous l'avons vu dans la première vidéo, et dans cette vidéo ici, nous allons nous intéresser au cadre économique, à la structure urbaine, à l'habitat, au transport et plus généralement à la mobilité, aux différents services, à l'environnement, aux grands projets, qui sont des projets qui sont déjà en cours dans chacune des villes que nous traitons, et enfin un bilan et quelques défis pour pouvoir planifier. Quels sont les grands défis qu'on va mettre en avant, à quoi je dois faire face pour pouvoir planifier ces villes. Le cadre économique, lorsque l'on parle du cadre économique, on va s'intéresser en principe à la situation du pays, aux grands secteurs d'activité et à leur évolution. C'est ça qui nous intéresse dans le temps, c'est comment ces secteurs vont évoluer. La grande difficulté lorsque l'on parle du cadre économique, c'est d'avoir des données et des données fiables. Et vous verrez que dans la plupart des cas, on est sur des estimations plus que sur des données stables, puisqu'il n'y a simplement pas de recensement des activités économiques ou, disons, pas de recensement systématique des activités économiques et qu'on a globalement dans toutes les villes un secteur informel qui est extrêmement large et ce secteur informel, en principe, il échappe à toutes les statistiques. Donc on peut avoir dans certaines villes la moitié du système économique, voire plus, qui n'est pas dans les statistiques officielles parce qu'il échappe totalement à cette mesure de ce qui est officiel, des emplois officiels ou des emplois dits modernes, comme on le dit dans certaines villes. Et donc, c'est un problème de pouvoir quantifier la question économique. Donc, si on fait ensuite une sorte de synthèse de la situation, on va bien sûr faire un état des lieux, de mettre en avant les problématiques, 3, montrer les enjeux, et 4, on fera un certain nombre de recommandations. Voilà. Et pour chacune de ces choses-là, on aura un certain nombre d'éléments. Voilà. État des lieux, on peut voir, c'est les ressources humaines qui sont disponibles ou non. C'est des espaces qu'il reste, qui sont exploitables ou non, des espaces pour le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. On va comme ça lister ce qu'il y a, les secteurs d'activité. Ça nous donne l'état des lieux. Ensuite, on a un certain nombre de problématiques. Et par exemple, on pourrait avoir une absence de secteur secondaire. C'est souvent le cas dans la plupart des villes, cette absence de secteur secondaire, donc il y a peu d'industrie et on est généralement dans les capitales plutôt sur un secteur qui est lié à l'administration
du pays. Et puis on pourrait avoir, je ne sais pas, faiblesse de la formation. Donc ça, c'est des problématiques qu'on retrouve partout. Et ce qui nous intéresse, nous, dans la méthodologie pour faire un plan, c'est de dire, voilà, on dit quelles sont les problématiques, les enjeux. Alors l'enjeu, c'est créer des activités génératrices de revenus, lutter contre la pauvreté, voilà. Et ensuite, on va faire des recommandations, c'est-à-dire une série d'éléments que l'on pourrait mettre en œuvre pour, bien sûr, faire en sorte que on puisse finalement répondre à ces enjeux. Les recommandations, ça peut être sur des questions légales, ça peut être sur des projets à mettre en œuvre, ça peut être sur des politiques publiques, ça peut être sur plein de choses différentes, à vous de voir, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on fait un état des lieux, on met en avant la problématique basée sur cet état des lieux, on définit un certain nombre d'enjeux et on en fait des recommandations. La structure urbaine, maintenant, on veut comprendre comment la ville est construite, comment est-ce qu'elle est structurée, avec les grandes densités, avec une périphérie, avec des éléments structurants qu'on ne peut pas enlever. Donc c'est des éléments de base, ça peut être le bord de mer, ça peut être un fleuve, ça peut être des éléments naturels, morphologiques, ça peut être tout un autre système aussi. Nous allons voir finalement dans un diagnostic comment cette ville s'est construite sur son territoire. Quels sont les grands éléments qui structurent la ville? À nouveau, on peut prendre une ville tout à fait imaginaire, où on serait au bord d'une rivière, où on aurait une ville coloniale, avec des quartiers dits indigènes. On a une ligne de chemin de fer, par exemple. On aurait une grande route et une seconde route, comme ça, qui seraient des routes nationales. Alors appelons-la nationale 1, 2, nationale 3, qui vont dans les directions. On a toujours quelque part sur le plan la Rose des Vents avec le nord que l'on met en haut. C'est les conventions qu'on utilise généralement. On pourrait avoir, je ne sais pas, ici une colline, ici aussi une grande colline. Et on voit que finalement, les possibilités qu'on aurait de construire cette ville seraient entre cette barrière-là, cette barrière ici, et cette grande barrière. Donc si j'extrais maintenant tout ce que je ne peux pas construire de ma ville, on se retrouve dans des territoires beaucoup plus petits que prévu. Voilà. Et on voit que finalement la ville a pris position dans un endroit qui était assez juste, puisqu'elle s'est mise là où il y avait la place, là où finalement ça ne posait pas de problème de construire. Et on voit ensuite que à partir de là, on a les axes qui finalement prennent part où on a trouvé de la place, et c'est tout à fait logique. Et si je devais dessiner maintenant le potentiel qu'on a pour l'urbanisation, ce serait bien sûr cette partie-là, ce serait bien sûr ici, et on pourrait partir là aussi. Voilà. Donc ça veut dire que on va sans doute à un moment donné, ici, déborder un peu plus loin et devoir aller au-delà de la petite colline. Voilà. Ça, c'est la structure urbaine. C'est comment les choses sont agencées, comment les éléments morphologiques prennent naissance avec les éléments urbains, avec les systèmes de transport. L'habitat, maintenant, on doit faire un état des lieux aussi. Quels sont les grands projets d'habitat? Quelles sont les politiques d'habitat? Comment l'État, comment la ville, comment les privés construisent? Ce sont tous ces mécanismes qu'on doit essayer de comprendre pour avoir une vision de la situation de l'habitat. Ça, c'est du côté du producteur, mais on a aussi du côté du consommateur. Et finalement, on a une demande par, je dirais, classe sociale, et on doit voir si ça s'imbrique ou pas. Si finalement
l'offre réussit à contenter la demande ou pas? La réponse est la même dans toutes les villes, c'est non. On fait plutôt de l'habitat au standing parce que les gens ont les moyens de payer cet habitat, mais plus on descend dans les classes, plus c'est difficile et l'habitat social est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en œuvre et d'extrêmement rare. C'est un challenge vraiment fondamental pour toutes les villes quand on sait que la majorité des gens dans ces villes vivent dans des conditions de pauvreté, voire de pauvreté extrême. Transport, mobilité. On pourrait dire que mobilité, puisque ce qui nous intéresse, c'est comment les gens sont mobiles, et en prenant en compte à la fois la marche à pied, la voiture, les transports publics, les mototaxis. Donc lorsqu'on veut parler de transport et de mobilité, il faut faire un état des lieux de la situation. Alors, on commence en général par lister quels sont les modes de transport qui existent. On essaie de les chiffrer, c'est extrêmement difficile. N'oubliez pas que dans la plupart des villes, voire la grande majorité des villes, voire toutes les villes, ce sont tout d'abord les piétons. La majorité des déplacements se font à pied dans les villes africaines. Or, on est plutôt en train de faire de la route ou du transport public, mais on a complètement oublié de réfléchir en termes de marchabilité. Et c'est sans doute ça qu'il faudrait voir en premier. Et dans votre état des lieux, dans le diagnostic, on va commencer par ça. On va voir quels sont les transports et la marche. Le vélo, le mototaxi, la voiture, minibus, le grand bus, le train, le tram, tous ces modes de transport. Alors on peut les mélanger, puis on peut aller d'une gradation du plus doux au plus dur, du plus lent au plus rapide, mais aussi en termes de transport individuel, privé et de transport public. Voilà. Donc tout ça nous donne la situation et on doit comme ça voir quelles sont les grandes problématiques. Les problématiques, ça peut être à la fois côté infrastructure, par exemple les routes, mais ça peut être également sur le véhicule lui-même, la possibilité ou pas d'avoir des bus. Ça peut être aussi sur le management de ces circulations. Donc on a comme ça une série d'éléments qu'on doit prendre en compte, faire cet état des lieux. Et à nouveau, comme on le disait pour l'économie, on va faire un tableau avec les grands enjeux, avec les problématiques, avec quelques recommandations. Mais attention, ces recommandations, elles doivent être encore discutées par la suite. Donc on va un peu plus loin. Normalement, dans un diagnostic, on ne devrait pas trouver véritablement de recommandations, puisqu'on est déjà dans l'étape suivante. Mais les choses ne sont pas coupées nettes, donc c'est bien de pouvoir, comme ça, commencer à initier une discussion et donc des recommandations pour pouvoir ensuite soumettre ces différents éléments à la mairie, au ministère, au bailleur de fonds, au secteur privé, à la société civile, pour pouvoir comme ça discuter de comment on va finalement essayer de résoudre les grands enjeux. Les services urbains, on va faire un état des lieux. Alors selon, on peut faire les services ou infrastructures et services. Si on veut mettre l'adduction en eau potable dans les infrastructures ainsi que l'électricité, on les met, nous, généralement, dans les services. C'est un service urbain. C'est la distribution d'eau, d'électricité, de télécom, la gestion des déchets, le drainage. Toutes ces choses-là, tous ces éléments sont des services que l'on donne. C'est là, en principe, la mairie qui gère ces services, et puis c'est les habitants qui en sont les bénéficiaires. Si on veut faire une liste, on a bien sûr l'adduction en eau, le drainage des eaux de pluie et des eaux usées, gestion des déchets, électricité, vous pouvez mettre énergie globalement, parce que se pose aussi la question des autres énergies qui ne sont pas sous forme d'électricité. Également les communications, voire les télécommunications, etc., etc. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais en principe, à part sur la gestion des déchets ici, en principe, toutes ces choses-là sont des réseaux qu'il s'agit de gérer.
la question environnementale, maintenant, vous avez vu qu'on arrive bientôt à la fin du diagnostic. On essaie petit à petit de couvrir tous les champs et il faut aborder la question environnementale. Donc, on va voir sur les questions d'éboulement, on va voir sur les questions d'écosystème, on verra aussi les différentes questions. Alors, est-ce que la gestion des déchets doit être dans le service ou est-ce que la gestion des déchets doit être dans l'environnement, mais généralement dans le service? Mais on peut très bien imaginer que la question de la gestion des déchets et des drainages serait une question environnementale. On va répertorier les grandes essences, les grandes forêts, les possibilités d'avoir des zones qu'on maintient comme ça et des zones qui ont un haut potentiel environnemental. On va essayer de comprendre les questions des pollutions et toutes ces choses que finalement produit la ville, déchets, pollution, et comment est-ce qu'on va pouvoir les gérer dans un territoire qui est un territoire fini. On va remonter ensuite sur la question des changements climatiques, et cette question devient centrale sur la scène internationale aujourd'hui. On n'entend plus parler que de ça, quasiment. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les effets de ces changements et de comment est-ce qu'on peut lutter contre ou alors s'adapter face à ces changements. Mais vous verrez plus tard que c'est pas si facile que ça, donc on peut toujours lister les problèmes, mais l'environnement est le secteur le plus difficile à maîtriser parce qu'on n'est pas sûr des effets à long terme de ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Les grands projets, donc à nouveau, vous avez une ville en bord de mer, avec un centre, avec des voies de communication, et puis on doit, dans un diagnostic, faire la somme de tous les projets qui existent. Et c'est extrêmement difficile parce qu'ils peuvent venir de plusieurs ministères, mais vous allez apprendre un jour que, il y a un secteur ici de développement. Bon, le financement est là, les plans sont faits, donc vous n'aurez plus de possibilité de changer quoi que ce soit. Vous allez voir qu'il y a un projet de rocade ici, comme ça, qui fait le tour de la ville. C'est fait. Vous allez voir que on a tout un secteur ici de restructuration du quartier précaire. Vous allez voir qu'on a fait une zone gigantesque ici pour de l'habitat social. Vous allez voir que on a prévu ici un centre des congrès. On va voir aussi que toute cette partie-là sera drainée et que c'est déjà en projet. Bon. La question maintenant, ou la difficulté plutôt, elle est que finalement, ce secteur-là ne vous arrange pas bien parce que il pose plus de problèmes que ça n'en résout. Vous vouliez faire un grand projet ici de côte, la côte est sensible, et vous voyez que ça va renforcer en plus cette problématique, cette sensibilité de la côte. Vous voyez ici qu'il y a un grand projet qui est totalement déconnecté du centre, et ça veut dire qu'on va mettre des gens qui sont dans des conditions de pauvreté à l'extérieur et qui viendront travailler au centre. Ça crée de la mobilité ici, bien sûr. Vous allez voir qu'on a mis un centre des congrès ici, alors que tous les hôtels se trouvent ici dans la ville. Toute une série de choses qui ne vous plairont pas, mais qui deviendront des éléments de base pour la planification par la suite. Tous ces grands projets, en général, qu'ils soient bien prévus ou pas, qui correspondent à vos visions ou pas, ne peuvent pas être modifiés. Donc on doit essayer d'intégrer dans la planification l'ensemble des grands projets. C'est pour ça qu'on en fait la liste, et il faut la liste exhaustive, et c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de projets par ville qui se déroulent en même temps, et il faut trouver la possibilité de pouvoir les intégrer de manière intelligente et intelligible dans la planification qu'on fait. Une fois ce travail fait, vient l'heure du bilan. Alors on reprend les différents aspects, et on dit, voilà, c'est ça, on voit la situation, c'est une sorte de radiographie de la ville. On a une idée précise de la situation de la ville. Et donc, on peut faire le jeu de passer des bilans, donc de la synthèse de ce diagnostic, à quels sont les grands défis. Finalement, les transformer en termes d'enjeux. Qu'est-ce que je vais essayer de changer dans cette ville ?
Mais on verra par la suite que ce n'est pas le diagnostic qui décide de ça. Il donne des pistes. On n'est pas obligé de répondre à tous les problèmes de la ville. On a le choix. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité dans l'ensemble des quartiers. On sait qu'on ne pourra de toute façon pas mettre l'eau et l'électricité partout, donc on doit faire des choix, on doit faire des arbitrages. Et on a ici le bilan, on a la liste quasi exhaustive de tous les problèmes qu'on a dans la ville. Maintenant, il faudra décider lesquels on va traiter en priorité, et avancer comme ça, et on les confrontera aux aspects politiques aussi, et on verra que les choix ne sont pas si faciles à faire. Il ne s'agit pas juste de passer d'un diagnostic à une planification, il y a plein d'étapes ensuite, et plein de choix qu'il faut faire, quitte à faire des choix parfois impopulaires. Voilà la fin de cette deuxième partie. Donc on a vraiment maintenant passé toutes les thématiques du diagnostic en jeu. Dans la troisième partie de ce diagnostic, nous allons passer en revue toutes les cartes qui sont produites. Donc on va reprendre la plupart des éléments. Vous avez vu que certains éléments peuvent se mettre sous forme de cartes, de représentation graphique. On a fait quelques schémas. On va maintenant passer de manière systématique à travers une quinzaine de cartes et on va voir comment est-ce qu'on a finalement la possibilité graphiquement de montrer la réalité d'une ville. Donc je vous retrouve dans notre troisième partie de vidéo.